je suis pas content. Il y a la loi anti-casseurs qui a été votée. Ouais, la loi anti-casseurs. Cette loi n'est pas une loi de circonstance. Elle avait été proposée et débattue au Sénat avant la manifestation des Gilets jaunes. Et je vous le dis, cette loi n'est en aucun cas une loi contre les Gilets jaunes. Elle est au contraire une loi qui doit préserver cette liberté-là de manifester. Cette loi n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi de bon sens. D'accord, donc là le but du jeu c'est qu'on arrive à gober ton bobard selon lequel cette loi n'est absolument pas une loi circonstancielle par rapport aux Gilets jaunes. Ça n'a rien à voir. Comment vous dites? Les Gilles, c'est un prénom ça, non je sais pas. Ah oui, vous parlez de ces manifestations populaires? Ah mais non, le texte était discuté bien avant, mais bien sûr qu'il était discuté bien avant. Je veux dire, les mecs sont pas cons, ils avaient commencé à comprendre depuis pas mal d'années que s'ils continuaient à enculer les gens, à un moment ils allaient se réveiller. Donc ils ont pris des dispositions. Mais le fait que la démarche s'accélère et que vous caracoliez sur tous les plateaux de télé pour dire attention, maintenant ça va être super violent, hein, je vous préviens. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes. Ah bah non, c'est un hasard que ça a eu lieu. Un hasard heureux qui vous permet d'utiliser plein d'exemples de manifestations de Gilets jaunes pour justifier votre loi. Mais non, c'est du Karamazov, aucun lien, fils unique. Non, mais après, je veux bien les croire, hein, peut-être qu'ils songeaient effectivement à cette loi anti-casseurs depuis longtemps. Ah oui, depuis le Conseil national de la résistance, visiblement. Si on en croit Laurent Nunez. Loi anti-casseurs, c'est tout le contraire. Cette loi vise à écarter les adorateurs du régime de Vichy. Des adorateurs qui sont parmi les casseurs violents, estime Laurent Nunez. C'est quel jeu ? Le JDR auquel vous jouez depuis à peu près 1 an et demi, c'est lequel? Non, parce que moi j'ai toute la collection de Donjons et Dragons, là j'ai la 3.5 là dans la bibliothèque, et j'ai jamais vu ce scénar-là. Hein. C'est quoi votre truc? Non, parce que le MJ est merdique, on n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire que ça a commencé avec un dieu jupitérien, donc c'était un peu science-fiction, tout ça, c'était sympa. Et puis ensuite on a eu Bonaparte qui a déboulé, on sait pas pourquoi, l'autre il s'est pris pour Napoléon. Avant de nous faire toutes les punchlines de Louis XVI, donc là on a eu le petit côté les visiteurs, Jacouille la fripouille par avant. Et puis maintenant, ils nous mettent carrément des milices de Vichy, quoi. Le problème des multivers, c'est qu'à un moment, ça ressemble plus à rien, si vous voulez. Moi, par exemple, Marvel, j'ai raté de suivre à cause de ça, quoi. Tu peux pas mélanger des dieux vikings et des dieux égyptiens du turfu. À un moment, on n'y croit plus, quoi. C'est ça le... Donc moi, je pense qu'il faudra arrêter avant de, avoir l'air totalement ridicule, et puis deux, il y a un truc qui s'appelle la dignité. Et puis bon, t'es mignon Castaner, mais je veux dire, au bout d'un moment, avant de faire la leçon à tout le monde, faudra peut-être pas voir à être soi-même le premier pourvoyeur de fake news de France. Hein? Est-ce qu'on a des nouvelles de Louis Boyard, ce jeune homme, ce jeune lycéen de l'UNL, qui manifestement avait eu le pied cassé, même si c'était pas un peu plus compliqué? Écoutez, oui, pied arraché. Enfin, manifestement, il va bien, vu qu'il court de plateau en plateau. Donc ça veut dire que, vous le dites de manière ironique, c'est que c'est pas si grave ou que vous n'avez pas de cœur? Non. Bon, d'abord, je pense avoir un cœur, parce que je suis à peu près comme vous, un homme, un père de famille, et que je suis intéressé par le mouvement des lycéens. Non, mais parce que vous souriez alors qu'il est blessé. Oui, je souris parce que, d'abord, on a vu quelques vidéos où on a vu que ce jeune homme tombe tout seul, en descendant de la statue Place de la République. Et là, il fait immédiatement un tweet en disant « J'ai le pied broyé par un tir de LBD ». Il n'y a pas eu de tir de LBD. Les pompiers l'auscultent et jugent inutile de l'amener à l'hôpital. Il se rend à l'hôpital. À l'hôpital, on considère que ce n'est pas une urgence, donc il reste un peu dans la salle d'urgence et on lui donne une crème anti-inflammatoire. Et depuis, on continue à raconter qu'il a été victime d'un tir de LBD ou d'une grenade d'action. Et il court de plateau en plateau pour redire cela. Et il n'a toujours pas porté plainte. Il n'a toujours pas porté plainte sur ce sujet. Et donc, a priori, il n'a pas le pied cassé, contrairement à ce qu'il a dit. Il a eu un hématome et les médecins de l'hôpital des urgences, aux urgences à Saint-Antoine, lui ont donné une crème. Voilà. Donc ensuite, effectivement, je pense que de temps en temps, il faut ramener les choses à la réalité et qu'on ne court pas de plateau en plateau pour dire des choses qui sont infondées. Alors après, attention, elle est très bien, hein, dans le fond, la petite intervention, hein, tout ça, on a de l'humour, on a des punchlines, on a un peu de baston, tout ça, c'est wouh, on dirait Dragon Ball. Mais il y a un souci, c'est que c'est complètement faux, quoi. Tout ce que tu dis est factuellement faux. Et d'ailleurs, c'est facile à démontrer, il suffit juste d'écouter la personne dont tu parles, qui a été victime justement de ce tir de flashball. Donc du coup, bon, on va lui donner un peu de visibilité, parce que je pense que c'est pas une mauvaise chose. D'abord, on a vu quelques vidéos où on a vu que ce jeune homme tombe tout seul, en descendant de la statue Place de la République. Bah, premier mensonge, hein, pour commencer, la vidéo dont tu parles, relayée massivement sur les internets par les comptes de la République En Marche, est un fake, tel que ça a été démontré par la Check News de Libé ou par l'AFP. Hein, donc c'est une fausse vidéo. Voilà, c'est pas une fausse vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui tombe. Mais c'est pas la personne dont tu parles, en fait. Et là, il fait immédiatement un tweet en disant « J'ai le pied broyé
broyé par un tir de LBD. Il n'y a pas eu de tir de LBD. Bah là aussi, j'ai envie de dire que c'est faux, en fait, parce que non seulement la personne n'est pas tombée toute seule, mais en plus de ça, les dernières photos et tout simplement le rapport des médecins montrent qu'il y a eu un impact violent au niveau de la cheville, hein, qui a été fait avant que la personne ne tombe, ou en tout cas, l'impact qu'il y a n'est pas dû à la chute, parce que si l'impact est tellement violent que s'il avait été dû à la chute, la cheville aurait été retournée, en fait. Ça peut pas être la chute qui provoque ça. Donc deuxième et troisième mensonge. Les pompiers l'auscultent et jugent inutile de l'amener à l'hôpital. Il se rend à l'hôpital. Bah là encore une fois, c'est faux. Hein. Les médecins l'ont ausculté sur place. On conclut qu'il avait probablement une fracture, que ça avait l'air assez grave. Et donc la première ambulance disponible a été prise pour l'emmener à l'hôpital, justement. À l'hôpital, on considère que c'est pas une urgence. Bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fout aux urgences, en fait, si c'est pas une urgence? Alors, il y a des gens qui y vont aux urgences comme ça, et c'est pas une urgence. Sauf que c'est après, en fait, que c'est estimé n'étant pas une urgence. Les médecins, contrairement à toi, n'ont pas à poser de diagnostic moral sur l'état des personnes qui sont là. Ils les auscultent et ils déterminent après si leur place était ou n'était pas là. Il a eu un hématome, et les médecins de l'hôpital des urgences, aux urgences à Saint-Antoine, lui ont donné une crème. Donc du coup, non, là aussi, c'était pas de la crème, hein, comme le rappelle l'intéressé, hein, c'était des antidouleurs, en fait, donc des opiacés, donc des trucs qui normalement font que t'es un peu shooté et un peu aussi con que toi. Sauf que l'avantage des opiacés, c'est que ça dure moins longtemps, en fait. Donc ensuite, effectivement, je pense que de temps en temps, il faut ramener les choses à la réalité. Donc on résume, on a un ministre de l'Intérieur qui, sur une radio publique, à une heure de grande écoute, s'amuse à balancer 6 fake news en 30 secondes. Hilar. Et quand on a un présentateur qui lui demande s'il a un cœur, il rigole au truc en guise de réponse. Sincèrement, je pense que la nomination de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur représente pour l'instant, le crime absolu de haute trahison de Macron. Ils en ont tous un, hein. Sarkozy avait vendu l'ordre de la France aux Américains. Bon là, Macron, lui, c'est vraiment cette nomination-là. Faut se remettre les choses dans leur contexte. On a un mec qui s'appelle Gérard Collomb, il est très rigolo, il est très marrant, on lui a même fait un jingle, et il se barre, le mec. Alors que tout le monde lui met la pression pour qu'il reste en disant « Non, attendez, vous avez pas compris là. Là, c'est la guerre civile, là. On est à ça, en fait. Ah, vraiment, à ça. Regardez, monsieur le président. Vous voyez de l'autre côté du périph', là. Voilà, les mecs avec des casques à cornes et des massues, là. Voilà, qui font un feu très très loin, là-bas. Ouais, bah, c'est eux. Ils arrivent, là. Normalement, dans 2 heures, ils sont là. Donc moi, je suis dans la safrane. C'est pour m'éloigner du merdier. Et face à cette situation-là, on a un président de la République qui juge, alors que tous les Français ont compris que là, on arrivait vraiment à un vrai problème. Il juge que le plus pertinent, Macron, c'est de nommer Christophe Castaner, a.k.a. le plus gros communautariste de France. Un type qui est une barbouze totale, dont le niveau de compétence politique se limite à du local et dont la seule action réellement innovante a consisté à faire une sorte de biathlon en solo dans sa commune. Comment ça se passe? Bien, bien, jusqu'au bout. On aura même évité la pluie. Elle est tombée tout à l'heure quand on était avec les élus de Val-d'Oronaille et elle s'est gentiment arrêtée pour qu'on puisse finir ces derniers kilomètres. Voilà, 300 kilomètres en gros, à travers ma circonscription. Des centaines de rencontres, des moments de bonheur, de partage, de chouettes moments. Ah! Merci tout simplement parce que sans eux, sans mes collaborateurs, tout ça... C'est une vraie démarche. Voilà, tout ça n'aurait pas été réussi. C'était un peu un pari fou. J'ai assumé cette prise de risque. Je ne suis pas sportif, je l'ai dit quelques fois. Je le suis un peu plus aujourd'hui, mais c'était pas non plus totalement évident. Et je l'ai réussi grâce à eux. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et ce type-là, dont la formation politique se limite à l'organisation de parties de poker truquées et la collection de gourmettes de mafieux qu'il ne veut pas virer, ce type-là qui pue la mauvaise mafia magouilleuse bénalesque des années 90, ce type-là, qui est à la fois incompétent, violent et vulgaire, est nommé ministre de l'Intérieur pour régler justement les questions de problématiques de violence qu'on a dans notre société, quoi. Je dis pas qu'il fallait remettre Manuel Valls. Je dis que là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et je vous parle même pas de la catastrophe à chaque fois que Castaner est censé s'occuper de ce qui est un des autres pans de son métier, c'est-à-dire s'occuper des problèmes de communautarisme. Là, on touche le fond. Mais pour vous, Christophe Castaner, ce voile, cette règle religieuse, est-ce qu'elle marque ou non une forme de domination de l'ordre masculin sur l'ordre féminin? On s'est posé la question il y a quelques années, quand toutes les femmes catholiques portaient un voile. Je ne crois pas. On n'est pas tout à fait dans le même contexte, les choses ne se posent pas de la même façon aujourd'hui. Mais il y a quelques années, quand en France, y compris nos mamans portaient un voile, portaient le voile des catholiques, on ne se posait pas ce genre de questions. Sans déconner, c'est la pire des réponses qu'on pourrait donner. Même Harlem Désir, il est en état de choc. C'est quoi ces conneries? Le mec te compare une prérogative religieuse
partiellement obligatoire, en tout cas légalement obligatoire dans beaucoup de pays qui pratiquent cette religion comme religion d'État, avec une coutume française d'après-guerre, héritée d'un fond religieux culturel, et qui est tombée en désuétude depuis 70 ans. Je veux dire, là, on n'est même pas au niveau de « il y a un problème, c'est l'islam », on n'est même pas au niveau du « il y a un problème, mais c'est pas l'islam », on n'est même pas au niveau du « il n'y a pas de problème, arrêtez de faire chier les musulmans », on est à un truc cosmique qui est un de quoi vous me parlez? L'islam. Ah oui, je me souviens. J'ai ouï dire de cette culture rupestre d'un autre âge. Oui, j'ai lu un article dessus à la vieille bibliothèque d'Oxford, en Angleterre. Oh, c'était pendant mes jeunes années. Nous étions fous que d'aventure. Oui, mais je crois que cette coutume est tombée en désuétude. Ils l'ont remplacée au 4e épisode par des extraterrestres. Non, je vous jure. Sans déconner, le mec est à un tel niveau de négation, même pas du problème, mais de la question, que je... Même Rokhaya Diallo, elle sera en PLS. Et Dieu sait que c'est pas facile. Parlons directement, pardonnez-moi. On pense par exemple à la doctrine salafiste, où les femmes ne doivent pas aller ici, doivent se vêtir comme cela, où les hommes doivent se comporter comme ceci, où les lois de la République semblent laisser le pas, où les pratiques, les modes de vie de la République semblent laisser le pas à d'autres pratiques. Alors effectivement, c'est peut-être quelque chose qui se répand. Peut-être, mais on n'est pas sûr. Mais la doctrine salafiste, c'est une doctrine de retrait, c'est pas une doctrine d'affrontement. Les salafistes sont justement des personnes qui refusent, comme les témoins de Jéhovah, de participer à la vie politique. Donc il faut savoir de quoi on parle, il faut être précis. Ah ouais, ok. Faut pas que Castaille voit la vidéo, hein, parce que ça pourra lui donner des arguments à ce con. C'est-à-dire qu'on en est là vraiment dans la négation du truc, quoi. Donc là, tu nous compares les salafistes aux témoins de Jéhovah. Mais le témoin de Jéhovah, Rokhaya, petit et magie, quand il sonne chez toi, c'est pour te casser les couilles. L'autre, c'est pour te couper la tête. Au niveau échelle de nuisance, il y en a un qui est quand même un peu plus l'ascendant sur l'autre. Voilà, ce que tu fais, Rokhaya, c'est de la banalisation du fondamentalisme religieux et du terrorisme même, parce que sur les 3 courants du salafisme, il y en a un qui effectivement n'est pas investi dans la politique et prône le retrait, il y en a un autre qui est ouvertement politique, et que là, hop, tu caches, on ne sait pas pourquoi, et le 3e qui est ouvertement terroriste, et qui, lui, fait donc des actes politiques. Le terrorisme, c'est de la politique. Ou alors, je veux bien, mais à ce moment-là, faut nous dire que c'est religieux, parce que c'est l'un ou l'autre. Et vu que t'es la première à nous dire que ça n'a aucun rapport de près ou de loin avec l'islam, tu vois, du coup, on arrive à un truc où ça n'a plus de sens, quoi. Mais par contre, ce qui commence à avoir un sens, c'est ce qu'il y a derrière le vernis, quoi. Ah, ça commence à se voir, Rokhaya, hein, que les blogs, les financements, tout ça, c'est pas indépendant. Après, attention, hein, je dis pas que Rokhaya Diallo, elle fait consciemment l'apologie du fondamentalisme religieux et de ses conséquences terroristes. Non, c'est totalement faux. C'est un oubli, aucune diffamation de ma part, hein, je veux dire, c'est comme Jean-Claude Juncker, il est pas alcoolique, il a des problèmes de dos, tu vois, donc faut arrêter de faire des amalgames. D'ailleurs, ça va comment, Juncker, hein? Bah, ces problèmes de dos, justement. Ah, il est revenu bosser. Ah d'accord, donc ça va mieux. On est d'accord que c'est toujours des problèmes de dos. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, Emmanuel Macron a lancé cette gigantesque mascarade que constitue le grand débat national. Mais heureusement, rassurez-vous, certains politiciens de l'opposition ont vu clair dans cette mascarade politico-médiatique, à l'image de Laurent Wauquiez, qui a cette semaine des mots d'une dureté républicaine. Et oui, mes amis, les mots sont durs dans la bouche de Laurent Wauquiez. Ils ont cette rigueur qui coupe tel le couperet du général de Gaulle jadis. Je vois la façon dont le président de la République mène le grand débat. J'ai peur que ce soit artificiel, avec plus ou moins de mise en scène, plus ou moins de tri, de façon plus ou moins spontanée. Ça, pour moi, c'est pas un vrai débat. On lui pose des questions et on répond avec des longs monologues. Et il faut qu'on sorte de cette mise en scène qui, à mon avis, prend le risque assez vite de paraître artificiel. Et bah là, vraiment, ça fait plaisir de voir Laurent Wauquiez dénoncer, surtout que il s'y connaît en mise en scène. 400 ou 500 personnes qui ont répondu à l'appel du maire du Puy avec leur gilet jaune. Dans l'assistance, on reconnaît au passage quelques sympathisants de l'équipe municipale et des républicains locaux. Pendant ce temps, Laurent Wauquiez, le patron, lui, sans gilet, échange. Donc voilà, là c'est la parole d'un expert. Alors il dit aussi que c'est un monologue. Bah ça tombe bien, il s'y connaît en monologue. On lui pose des questions et on répond avec des longs monologues. Même tactique, le monsieur ne va rien dire, c'est Wauquiez qui interprète tout. Tu es ouvert le soir ou tu peux pas ouvrir le soir?
C'est tout. Il ne dit rien de plus que son horaire de fermeture. Et après, il faut fermer parce que sinon c'est trop dangereux. Ah bah oui, c'est trop dangereux, c'est Wauquiez qui le dit. On lui pose des questions et on répond avec des longs monologues. Racontez-moi un peu les deux stars là. Regardez ce qu'il va demander à 2 petites filles en moins d'1 minute. C'est dur à l'école ou non? Non. Ah merde, bah je vais insister du coup. C'est dur à l'école ou non? Non. C'est sûr? Et à l'école, c'est calme ou c'est pas calme? Et quand on sort de l'école, il n'y a pas de problème? T'as eu des soucis toi un peu? T'as eu des bagarres dehors des fois? Il y a des bagarres? Les petites filles ne seront jamais rentrées dans son jeu. Ah non, franchement, là, tu vois, là, au moins, il est expert de son sujet, quoi. Puis quand il dit que c'est superficiel, ah bah là aussi, il a de l'expertise. De son voyage en Irak, on a surtout retenu que cette photo dans les ruines de Mossoul. Il pose en costume, cravate, mocassin noir impeccable, dans un décor d'apocalypse au milieu d'un champ de ruines, avec derrière lui des hommes armés, on dirait presque un photomontage. Puis alors quand ça commence à parler de communication, mon passage préféré. Le sujet juste en politique, c'est pas de chercher à faire de la communication. La nouvelle campagne de communication de sa région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Marcel, retraité, qui utilise le réseau TER de la région. Je suis retraitée. Au niveau de la sécurité dans les gares, je me sens sereine, rassurée. Alors Marcel, la retraitée lambda qui se sent rassurée dans les transports, eh bien on l'a retrouvée. Alors elle n'est pas si lambda que ça. Hein. Sur cette photo de 2017, on la retrouve juste ici, près de Laurent Wauquiez. Et de cette femme, Anne Lorne, conseillère régionale auprès de Laurent Wauquiez. Sur le Facebook d'Anne Lorne, Marcel apparaît à plusieurs reprises car elle a participé activement à la campagne de 2017. Marcel est donc une militante LR. Ce procès en insincérité me fait parfois sourire. Non, tu vois, moi qui suis toujours là à critiquer, ouais, nos politiques ils sont nuls, ils savent pas de quoi ils parlent, c'est des incompétents. Et ben là, tu vois, on a enfin un homme politique de l'opposition qui ouvre sa gueule sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Et ça fait plaisir. Je suis pas content.